Bonsoir, je suis Touré Moussa, directeur de la communication de M. Guillaume Kiwafori Soro. Je suis actuellement en Espagne, à Barcelone, au sein du cabinet d'El Castillo. Le cabinet d'El Castillo est situé au numéro 250 à la rue Aribao. M. Guillaume Kiwafori Soro a choisi ce célèbre cabinet d'avocats pour le représenter et défendre ses intérêts dans la tentative d'interpellation injustifiée dont il a failli être victime dans cette même ville de Barcelone alors qu'il logeait à l'hôtel El Palace. Le cabinet d'El Castillo est un cabinet célèbre en droit pénal fondé par le très regretté Don Luis del Castillo Aragon, qui fut éminent professeur de droit pénal, qui fut fondateur de ce cabinet et surtout connu dans le monde entier comme premier président de la Cour pénale internationale à La Haye. Aujourd'hui, ce cabinet, qui est le meilleur cabinet en droit pénal du Royaume d'Espagne, l'un des plus cotés également au niveau européen, a été choisi donc par M. Guillaume Kiwafori Soro pour le représenter. Nous avons donc aujourd'hui les héritiers de Maître del Castillo qui ont repris le cabinet et qui ont réussi à maintenir le cabinet à la hauteur de sa réputation. Donc le sujet sera présenté par Maître Gamba Afoussiata Lamine, avocate au barreau de Paris, avocate et conseillère de M. Guillaume Soro, qui va donc constituer le cadre de cette conférence de presse et nous laisserons la parole aux avocats de M. Soro pour introduire le sujet. Merci. Bonjour, chers journalistes, mesdames et messieurs les journalistes, parce que cette conférence de presse s'adresse d'abord à vous, n'est-ce pas, pour clarifier les actions qui ont été entreprises ici à Barcelone, notamment dans son aspect judiciaire. En effet, nous avons contacté le célèbre cabinet d'El Castillo, qui est dirigé de main de maître par ma consoeur, ici présente, Madame Berta del Castillo, qui va donc d'abord commencer à vous rappeler les faits, même si vous le savez déjà, mais vous rappeler les faits au regard du grave événement qui a eu cours dans la journée, ou je dirais dans le petit matin du 8 octobre, et ensuite expliquer les conséquences judiciaires de cet acte. Donc je ne vais pas m'attarder puisque la procédure elle est espagnole. Donc mes confrères espagnols vont nous l'expliquer. Nous avons donc Madame Berta del Castillo, qui est la fille donc, du fondateur de ce cabinet. Et nous avons également Cos Valero Xavier, qui est un avocat de brillant pénaliste à qui nous avons vraiment confié le dossier. Donc chers consoeurs, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci, bonjour à vous tous et surtout merci pour votre très gentille présentation qui nous rappelle évidemment notre père. Et merci aussi pour la confiance que M. Soro a portée sur notre cabinet, étant donné qu'effectivement on n'est pas un énorme cabinet, mais on est des artisans du droit. On a toujours été des artisans du droit, dans ce cas-là. Des droits fondamentaux et spécialisés en droit pénal. Comme Monsieur Soro est venu nous demander son conseil juridique, au début la situation était tellement rocambolesque qu'on s'est réunis 3 ou 4 avocats de notre cabinet pour voir comment une chose aussi rocambolesque justement aurait pu se passer en ce moment à la ville de Barcelone. Même malgré tout, à la ville de Barcelone se passe beaucoup de choses en ce moment, mais ça a supéré nos expectatives. C'est pourquoi il nous a expliqué, moi je vais vous expliquer, je vous ai fait un petit résumé de ce qu'il nous a expliqué et que nous, on a considéré qu'il pouvait être parfaitement dénonçable devant la cour. Et c'est ce qu'on a fait, on a présenté notre plainte déjà, on a notre plainte dans la cour qui a été présentée ce matin même, parce qu'on s'est connus, ça fait 2 jours. Et voilà, merci, consoeur.
Bon, alors, les faits sont, au début, nous semblaient extraordinaires, mais je pourrais vous les réduire ou vous faire un petit résumé pour si vous voulez poser des questions, ou c'est surtout, j'oublie quelque chose, parce que les avocats, on laisse toujours quelque chose, on oublie toujours quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé en résumé? Monsieur Soros était député dans son pays, Côte d'Ivoire, et se présente aux élections comme président de la République de Côte d'Ivoire, d'accord? La présidentielle. Alors, il est en, disons, campagne, et c'est pourquoi il se déplace dans l'Europe pour se réunir avec les concitoyens qui habitent en dehors de Côte d'Ivoire. Alors, malheureusement, bon, il rentrait de Madrid, il devait aller, non, il rentrait de Paris dans son TGV, il est arrivé en retard, le train est arrivé en retard à Barcelone, il voulait loger dans un hôtel à Barcelone qui était complet, donc il a choisi l'hôtel Palace, qui est un bel hôtel de Barcelone, la nuit du 8 octobre dernier, d'accord? Alors, vers 3 heures du matin, il dormait évidemment, et il s'est réveillé, épouvanté, parce que des coups dans sa porte ont sonné d'une façon assez violente, et il s'est trouvé face à face. D'abord, il ne savait pas, des personnes uniformées en rouge et noir, en rouge et bleu, excusez-moi, probablement des policiers de la police catalane. Ils ne l'ont pas identifié quand il est au début. Ils sont restés avec lui dans sa chambre pendant presque 2 heures. Dans sa chambre, il a été communiqué. Il ne pouvait pas parler, que se communiquer par téléphone, demander un avis juridique, téléphoner quelqu'un, appeler un avocat, etc. Et à un moment donné, il a pu montrer son passeport. Passeport diplomatique. Et là, entre des rumeurs les uns qui se parlaient aux autres, évidemment, il ne parle pas espagnol, ni parle pas catalan. Il a cru entendre les mots Interpol, comme ça. On dit exactement, on a écrit exactement ce que lui il nous a expliqué. Alors, ils sont partis, ils ne se sont pas excusés, et évidemment, d'abord, après le choc que quelqu'un de normal peut sentir après un événement aussi grave, il a demandé à l'hôtel qu'est-ce qui s'est passé. Il a reçu des documents nous on a porté devant le juge, un courrier électronique de l'hôtel en s'excusant. Alors, dans notre plainte devant le juge, on demande d'abord, évidemment, on explique tout ce que je vous ai très brièvement expliqué en ce moment. Il demande évidemment que les dépositions des personnes qui étaient à l'hôtel en ce moment. Évidemment, on a demandé les caméras de l'hôtel. Évidemment, on a demandé que le juge interroge la police pour voir qui étaient les policiers, si c'est des policiers effectivement, parce qu'il aurait pu se faire, je dis ça, peut-être ça peut... Vous pouvez avoir l'impression que c'est extrême, il aurait pu se faire kidnapper ou quelque chose, parce qu'effectivement, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui se présente à la présidence de son pays, c'est grave, c'est bizarre, c'est urgent, etc. Et en même temps, évidemment, une des choses que je lui ai demandé tout de suite, c'est est-ce que vous vous êtes mis en contact avec votre ambassade et votre consulat? C'est la chose classique qu'on demande à tout le monde qui est étranger, qui vient nous voir à notre cabinet, ce n'est même pas un conseil d'avocat. Et on a su qu'il a essayé de se mettre en contact à travers la secrétaire de l'ambassadeur, et que malgré tout ce qui s'est passé, j'ai eu connaissance que apparemment cette nouvelle, qui évidemment le met dans une situation incommode vis-à-vis de sa campagne aux élections présidentielles, c'est paru dans la presse de son pays. Alors nous, on prétend seulement, on se doit à notre client et on se doit aussi à nous-mêmes. Parce que si on n'avait pas cru à ce qu'il nous a expliqué et qu'il peut prouver, on n'aurait jamais posé une plainte contre la police comme ça, parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Ça aurait été une bêtise et une folie de notre part.
Donc, il n'a pas pu parler avec son ambassadeur, ce qui, évidemment, peut le décourager. Nous, ça nous semble aussi un peu décourageant, mais il a reçu quand même, il a reçu un message justement de l'ambassadeur de l'Espagne à Côte d'Ivoire, en disant qu'il ne savait pas exactement ce qui s'était passé, mais qu'il s'excusait, que ça devait être une erreur, etc. Bien sûr, lui, il ne peut pas donner l'explication en ce moment, mais quand même, il a fait l'effort de se mettre en contact avec Monsieur Soro. Donc, ça c'est important. C'est important pour lui parce qu'il veut arriver jusqu'au fond, que toute la vérité se sache. Et en même temps, c'est toujours important pour nous parce que Monsieur Soro, c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui a une projection très, très importante, mais il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas et qui ne peuvent pas se permettre, évidemment, de contacter un cabinet, même pas de se faire écouter. Donc, si en même temps, ça sert pour éviter que des situations pareilles se produisent, qui malheureusement se produisent, non ici, mais un peu partout dans le monde, nous, on serait déjà satisfait parce que non seulement on aiderait M. Soro à éclaircir son nom, etc., et expliquer la situation, mais à aider d'autres personnes qui peuvent se trouver dans cette situation, parce que ce serait déjà un précédent. Si le juge nous aide et commence son enquête avec le procureur pour voir qu'est-ce qui s'est passé, d'accord? Merci beaucoup. Après cette brillante présentation des avocats, je crois qu'il y a des questions qui nous arrivent de la presse ivoirienne, pardon. Alors la première question qui nous est communiquée via WhatsApp, c'est quel est l'objet de la plainte de M. Soro? Que vise-t-il en portant plainte? Avant de laisser ma consoeur parler de la plainte, il est important de rappeler que quand elle parle de procureur, ça n'a rien à voir avec le procureur de la République comme on entend chez nous. Le procureur, c'est le juge d'instruction qui doit donc mener les enquêtes pour vérifier et situer les responsabilités. C'est très important de le rappeler. Donc la justice espagnole a ceci de différent de la justice française, c'est que c'est la personne, le plaignant, c'est lui qui va actionner l'action judiciaire, si je peux m'exprimer ainsi, et demander ensuite au juge qu'une phase d'enquête soit menée. Donc le juge va faire des commissions rogatoires pour vérifier quels sont les officiers de police, s'il y en avait, si c'est des policiers, lesquels sont, les déterminer clairement, les identifier et pourquoi ils sont allés à l'hôtel. Donc c'est cette phase d'enquête qui va commencer. Et la première phase de la plainte, c'est justement demander au juge d'autoriser cela. Donc je voulais donner cette précision qui est importante. Oui, merci, merci consoeur. On est à 3. C'est ça, parce que j'ai un peu compris effectivement le droit espagnol. Excusez-nous, c'est parce que nous on l'a tellement dans la tête qu'on oublie parfois de l'expliquer. Parce que évidemment, nous on ne porte pas plainte contre la police en particulier, mais on veut savoir pourquoi la police est allée ce soir-là dans la chambre de M. Soro qui se présente aux élections Côte d'Ivoire. Évidemment, ça peut être une erreur, mais c'est une erreur bizarre. Alors, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, si quelqu'un a porté plainte, si vraiment il est... parce que s'il y a une plainte contre lui, il se serait fait arrêter s'il aurait commis un délit en Espagne, il serait arrêté, et après on aurait dit, bon, il est diplomate, etc. Mais la police ne serait pas partie de sa chambre aussi facilement. Bon, facilement, entre guillemets, parce qu'ils sont passés 2 heures là-bas, avec la pression que M. Soro a perçue. Mais nous, on est restés comme ça, parce qu'effectivement, ils sont partis, ils n'ont rien fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ça, et pourquoi? C'est ce qu'il veut savoir et c'est ce que nous, on veut éclaircir. Évidemment, on a mis en marche une procédure pénale, puisque ma consoeur non seulement rajoute, mais elle m'aide à m'expliquer. On a mis en marche une procédure pénale. On voit de chercher les responsables de tout ça. On voit de chercher les responsables et on verra qu'est-ce qu'on trouve. On ne sait pas, pour le moment, on ne sait pas. D'accord? D'accord. Alors, il y a une autre question qui vient d'Abidjan. Êtes-vous sûr que c'est vraiment la police espagnole qui était dans la chambre? Sinon, pourquoi sont-ils partis
sans interpeller M. Soro? Nous, écoutez, on ne peut pas être sûr parce que nous, on n'était pas là. Alors, il a décrit les uniformes. Évidemment, ils sont rentrés dans l'hôtel parce qu'ils ont dû s'identifier à la réception de l'hôtel. Sinon, ils ne laissent pas monter 4 ou 5 ou 6 personnes dans une chambre de quelqu'un. Il n'aurait pas permis. Donc, on imagine logiquement qu'ils se sont identifiés comme policiers parce que sinon, ils ne seraient pas montés dans la chambre. Une autre question, pourquoi M. Soro ne s'est-il pas adressé à son ambassade et a préféré appeler l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire? Non, il s'est adressé à son ambassade, seulement il n'a pas eu de réponse, il attend encore la réponse. Moi, ça, il a tout essayé, il a parlé avec l'ambassadeur d'Espagne, il a essayé de se mettre en contact avec son ambassadeur, logiquement. C'est la première chose que je lui ai demandé. Est-ce que vous avez parlé tout de suite avec votre ambassadeur téléphoniquement? Mais il attend encore la réponse. Donc, oui, une autre question. Pourquoi M. Soro ne porte-t-il pas plainte en Côte d'Ivoire? Parce que les faits se sont passés à Barcelone. D'accord. Il y a une question également ici. Me demande, vous, en tant qu'avocat de M. Soro, quelles sont les actions que vous entendez mener? Allez-vous vous contenter d'une phase d'explication ou comptez-vous aller au pénal pour demander des peines d'emprisonnement? Écoutez, si vraiment, bien sûr, la réponse, ce serait tout simplement oui à tout. Mais on part de la possibilité que ce soit une erreur très bizarre. Si ce n'est pas une erreur et, avec le juge, on voit qu'il y a quelque chose ou une conspiration ou quelque chose, on va aller jusqu'à la fin. Évidemment, si à la fin il y a un délit qui demande une peine de prison, effectivement, on va la demander sans aucun problème. D'accord. Une autre question, bon, je la pose. Pourquoi M. Guillaume Soro passe-t-il autant de temps en Espagne? Pourquoi ne rentre-t-il pas dans son pays où il est attendu parce qu'il est candidat maintenant? Parce que je réponds très brièvement sur ce que j'ai pu comprendre, parce que il y a une diaspora importante de citoyens de Côte d'Ivoire. Tu peux continuer. Oui, je continue. M. Soro est en train de faire des visites à la diaspora côte ivoirienne en Europe, aux diverses villes d'Europe, pour être près des concitoyens et de savoir les inquiétudes, les problèmes de l'immigration de Côte d'Ivoire en Europe, étant donné qu'il est candidat aux prochaines élections présidentielles de son pays. Et c'est logiquement qu'il se rapproche des citoyens de Côte d'Ivoire dans toute l'Europe, évidemment aussi ses concitoyens dans le pays même. Mais c'est ce moment de connaître les problèmes de l'immigration côte d'ivoirienne en Europe. Je rajouterais, pour rebondir sur la question, que c'est un homme politique et il a décidé de faire la politique autrement, à savoir la proximité avec les électeurs. Et dans le cadre de cette proximité qu'il a commencé déjà en Côte d'Ivoire, puisqu'il est allé dans le nord, dans le Hambol précisément, il est allé à la rencontre des populations, il a dormi dans les maisons des populations. C'est exactement la même chose qu'il fait ici en Europe, c'est-à-dire il y a des Ivoiriens donc de la diaspora qui sont partout en Europe, il les rencontre. Donc ce n'est pas une villégiature. Le président Guillaume Soro est vraiment en train d'aller à la rencontre des Ivoiriens et vous ne pouvez pas imaginer comment les Ivoiriens l'apprécient parce que, comme ils le disent eux-mêmes, de mémoire d'homme, ça ne s'est jamais produit. Et c'est ça justement, faire de la politique autrement. Alors, il y a M. Dimitri qui demande, à l'entrée de tous les grands hôtels, il y a des caméras. Oui. Allez-vous solliciter ces caméras? Oui, évidemment. Dans la page 4 de notre plainte, on demande au juge espagnol de demander des tas de choses. Entre ces choses, on a demandé le contenu des caméras de sécurité de l'hôtel.
pour savoir non seulement ce qui s'est passé, mais quand c'est passé, une séquence chronologique des faits, pour pouvoir savoir exactement ce qui s'est produit et pouvoir encore comprendre qu'est-ce qui s'est passé ce soir, ce petit matin du jour 8 octobre de 2019. Alors, une autre question. Que dit les concierges de l'hôtel dans cette affaire? Et l'hôtel s'est excusé pour quelle faute? Oui, bien sûr. Non, l'hôtel s'est excusé. On a le document, je crois que c'est le directeur, n'est-ce pas? Si vous voulez, On a exactement le document d'excuse de l'hôtel qui dit exactement, je vais lire en anglais, Please allow me to express our sincerest apologies for the experience you had while in residence with us. Je m'excuse, je suis désolé de tout ce qui s'est passé, cette expérience qui vous est arrivée qui s'est passé pendant que vous étiez notre hôte. C'est-à-dire, c'est le directeur de l'hôtel qui écrit ce courrier électronique dirigé à M. Soro. Il y a des dizaines de questions, nous ne les prendrons pas toutes. Il y a des dizaines. L'une d'elles est celle-ci. Le collectif d'avocats sera composé uniquement d'Espagnols ou y aura-t-il des Espagnols et des Ivoiriens? Nous, on est ouvert à toutes les possibilités. On est là avec la consoeur qui nous aide et qui nous guide dans tout. Je crois que les avocats espagnols, c'est un grand cabinet d'avocats, on l'a déjà dit. Franchement, je pense qu'ils peuvent très bien s'en sortir. Les faits se sont déroulés à Barcelone. C'est très important de le savoir, ils se sont déroulés à Barcelone. On ne va pas demander à des avocats ivoiriens de venir travailler sur la procédure, parce que c'est très important. Le pénal, c'est des questions de procédure. Quand on ne connaît pas la procédure du pays, il faut plutôt s'adresser aux spécialistes de cette procédure. Et la procédure de Barcelone, qui est donc une procédure espagnole et peut-être catalane, sont ces avocats. Donc moi je peux plus ou moins comprendre parce que le droit reste universel, évidemment, mais c'est quand même eux les spécialistes de la question et donc c'est eux qui vont gérer le dossier avec, évidemment, la compréhension qu'on peut tous avoir et puis l'entraide que nous tous pouvons apporter à ce dossier. Alors, deux questions du même journaliste. Devant quel tribunal la plainte a été portée et elle dénonce quoi exactement? Et elle dit, la plainte est-elle portée contre X ou contre une personne physique ou morale? Non, la plainte est portée contre XXXXX. Mais nous, on ne sait pas les identités de XX. Elle a été portée devant le juge qui est de garde dans cette journée à Barcelone. Et parce que ni M. Soro ni nous-mêmes savons qui sont les personnes. Et c'est pourquoi on a demandé aussi que les réceptionnistes de l'hôtel passent devant le juge pour voir qui s'est présenté devant eux, avec dans quelles conditions, parce que sinon, évidemment, il ne les aurait laissés pas monter dans sa chambre. Alors, un journaliste en France dit, selon les réactions que nous lisons sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, cette affaire est trop invraisemblable pour se dérouler dans un pays de droit comme l'Espagne. De quels éléments disposent les avocats pour répondre aux propos des gens qui disent que c'est invraisemblable, ça ne peut pas se passer dans un état de droit comme l'Espagne? Non, tout peut se passer partout dans le monde. Et en fait, il y a des choses qui se passent tous les jours, un peu partout, et des choses que nous, on ignore, et parfois on dit qu'un témoin qui est mort dans un accident de voiture, etc. Nous, on peut avoir toujours des hypothèses, mais la question, c'est des choses qui semblent, ou qui peuvent sembler invraisemblables, que dans un pays d'une récente démocratie de 40 ans de jeunesse, des choses comme ça se passent. Et bien sûr que des choses se passent ici et partout dans le monde. Seulement, on continue à essayer d'éviter que ça continue à se passer, tout simplement. Je veux ajouter parce que faut souligner qu'il s'agit, à notre avis, d'une violation des droits fondamentaux de nos citoyens de Côte d'Ivoire qui se trouve chez nous, qui a souffert une expérience traumatisante, qui au petit matin, il s'est bouleversé avec l'éruption de à peu près 5
5 personnes en uniforme avec des armes automatiques. Et puis il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors la meilleure façon, la procédure, c'est de expliquer ce qui s'est passé, ce qu'explique M. Soro devant le juge espagnol, pour qu'il fasse une enquête et savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et nous avons donné des éléments pour pouvoir commencer l'enquête avec les témoignages du directeur et du réceptionniste de l'hôtel, les enregistrements des caméras de sécurité de l'hôtel, et puis s'il s'agit, comme tout paraît qu'il s'agit d'un corps policial espagnol, il faut savoir qui sont ces policiers, quel ordre devait-il suivre, pourquoi cette situation s'est produite. Et puis je rajouterais qu'un cabinet d'avocats, sincèrement, aussi, comment je pourrais dire ça, qui met en jeu sa réputation pour défendre un dossier. Vous croyez que s'il n'y avait pas d'éléments, ce cabinet-là se serait saisi du dossier? Je suis avocat, je sais de quoi il s'agit. On ne peut pas mettre comme ça en jeu sa réputation. Et comme l'a rappelé ma consoeur, il y a quand même des éléments de preuve, à savoir un courrier d'excuses de l'hôtel. Avant le courrier d'excuses, il y a d'abord le billet de train qui indique qu'à la date, le président Guillaume Soro se trouvait à Barcelone. Il y a la réservation de la chambre d'hôtel qui prouve qu'il était dans cet hôtel-là comme il a indiqué. Il y a la lettre d'excuse de la direction de l'hôtel, mais cette direction de l'hôtel s'excuse de quoi? Quelle est cette mauvaise expérience dont elle parle? Donc vous voyez, il y a quand même des éléments, c'est ce que l'on appelle des éléments probants de preuve qui indiquent qu'il s'est passé quelque chose. Donc à supposer même qu'on se dise, bon, il n'y a rien eu. Ces éléments viennent prouver qu'il y a eu quelque chose. Mais ce quelque chose, qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que justement, demande est faite au juge de diligenter une enquête qui permettra à la vérité de se manifester. Et ensuite, de situer les responsabilités et, comme l'a dit ma consoeur, d'aller plus loin jusqu'à la condamnation si besoin en est. Donc c'est très important, on ne peut pas se lever comme ça pour faire des choses pas possibles. Je crois que si même eux n'avaient pas vu tous ces éléments-là, à mon avis, ils n'auraient même pas pris le dossier. Non, parce qu'en parlant de preuves, moi je parlerai plutôt, ce qu'on a en ce moment, c'est des indices, mais comme preuve directe, on a la même parole de M. Soro, à qui on doit croire. Et nous, on le croit absolument. Et en plus, parce qu'au début, on ne savait même pas si on pouvait accompagner un document, des indices, mais il a tout. C'est une surprise parce que normalement, les gens, ils n'ont pas tout. Ils n'ont pas un courrier électronique avec des excuses de la réception. Et c'est le miracle. C'est quelqu'un qui porte plainte et en plus, il a des indices qui prouvent que c'est vrai ce qu'il dit. Alors, évidemment, comme dit ma consoeur, nous, on lui aurait conseillé, non, ne faites rien, ça ne vaut pas la peine parce que même si nous, on vous croit, on n'y peut rien. On ne pourra pas alerter un juge. Mais il avait tout, il nous apportait tout ce qu'un avocat a besoin. Alors, il fallait se mettre très rapidement en marche et c'est ce qu'on a fait. D'accord. Il y a des dizaines d'autres questions, mais nous savons que vous êtes très occupés, que le cabinet traite de beaucoup d'affaires. Donc, à notre grand regret, nous allons donc arrêter ici la séance des questions. Surtout qu'il y a d'autres journalistes ici présents qui veulent faire quelques interviews. Donc je remercie donc tous les journalistes ivoiriens qui ont bien voulu poser des questions et tous les spectateurs qui ont suivi en direct cette conférence de presse des avocats du cabinet Del Castillo à Barcelone. Merci à tous. Merci beaucoup.